Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'interrogation pour le chapitre 2, la leçon numéro 2, celle sur les micro-organismes. Donc comme d'habitude, deux parties, une partie savoir son cours et une partie exercice, chacune des deux parties étant sur 20 points. Donc je vais vous présenter les différentes parties de ce contrôle. Première partie, question de leçon, donner la définition de micro-organisme, transformation, contamination et reproduction, chacune pour 2 points. Les définitions sont bien évidemment celles qui sont dans le cours. Question 2, indiquer pourquoi la nourriture se périme. Je ne vous demande pas de m'expliquer ce qui se passe, mais simplement de me dire ce qui se passe, juste de me l'indiquer quand de la nourriture se périme. Question 3, expliquer si tous les micro-organismes sont néfastes pour notre santé en donnant 2 contre-exemples. Alors un contre-exemple, c'est un exemple qui montre le contraire de ce qu'on demande, c'est-à-dire vous allez donner des exemples où les organismes ne sont pas néfastes, justement pour dire s'ils le sont ou s'ils ne le sont pas. Et vous allez vous appuyer sur ces exemples pour expliquer si tous les micro-organismes sont néfastes. Je rappelle que néfaste, ça veut dire qui est mauvais pour notre santé notamment. Et enfin, question 4, indiquer pourquoi les micro-organismes sont considérés comme des êtres vivants. Même chose, vous me donnez les éléments, les indications qui permettent de savoir que les micro-organismes sont des êtres vivants sans avoir besoin de me le justifier. Voilà, donc qu'est-ce qui fait qu'on considère que ces micro-organismes sont vivants. Donc voilà pour la partie leçon. Maintenant, passons à la partie exercice avec l'exercice numéro 1 sur le pain, un aliment transformé. Menchi est une touriste qui a découvert le pain français, la baguette. Elle trouve cet aliment délicieux et surtout, il n'existe pas dans son pays d'origine, le Japon. Elle décide donc d'en trouver la recette pour pouvoir en faire elle-même. Les ingrédients et la recette sont indiqués dans le document 1. Donc voilà la recette, on va la lire ensemble, parce qu'effectivement elle paraît un peu impressionnante comme ça, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui sont redites plusieurs fois. Donc les ingrédients, 1 kg de farine, 16 g de levure fraîche ou 8 g de levure sèche, sèche c'est celle qui est en sachet, et fraîche c'est celle qu'on achète chez le boulanger, 700 g d'eau et 22 g de sel. L'usage d'un robot avec un pétrin facilite grandement les mélanges. Mélangez la farine et l'eau pour obtenir une pâte molle pendant environ 1 minute. Ajoutez le sel et bien attendre qu'il soit absorbé par la pâte avant d'ajouter la levure. La levure ne doit pas entrer en contact avec le sel. Si vous utilisez de la levure fraîche, cassez-la en tout petits morceaux pour la mélanger à la pâte. Dans le cas de levure sèche, donc en sachet, mélangez la poudre à de l'eau tiède, pas froide et surtout pas brûlante, avant de l'insérer dans la pâte et mélangez pendant 5 à 6 minutes. Laissez reposer votre pâte 20 minutes à température ambiante recouverte d'un torchon humide. Sortir la pâte, la replier, la remettre dans le bol et encore attendre. Refaire cette étape encore une fois. Refaire cette étape mais en attendant 2 heures. Et enfin, former les baguettes et attendre encore 30 minutes. Finalement, vous enfournez dans un four chaud à 250 degrés et vous laissez cuire plus ou moins 15 minutes, plus ou moins 10 minutes, suivant si vous aimez votre pain bien cuit ou pas. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a des temps de préparation et des temps d'attente. 20 minutes, ici encore une fois 20 minutes, 2 heures et 30 minutes. Question 5, à l'aide du document 1, calculez combien de temps il faut laisser reposer la pâte. Pour vous aider, je vous ai souligné des éléments qui peuvent vous aider. Menchi se pose aussi la question de l'utilité de la levure de boulanger dans la recette. Quand elle ne la met pas, la pâte ne gonfle pas et elle se retrouve avec du pain sans alvéole, vraiment pas bon du tout, voire document 2. Donc vous avez ici ce qu'on appelle du pain avec alvéole, c'est des trous dans la mie de pain, et ici du pain sans levure, vous voyez qu'il n'y a pas d'alvéole, juste des petits creux, mais rien de vraiment très intéressant pour donner ce moelleux et ce croquant au pain. Pour comprendre ce qu'est la levure de boulanger, Menchi l'observe au microscope qui est visible au document 3. C'est ici. Là, c'est de la levure au microscope. Elle se rend compte que les levures se reproduisent quand elles sont au contact de glucides, comme ceux contenus dans la farine, en formant des bourgeons. C'est ce que vous avez juste ici. Elles produisent même du gaz par fermentation. Expliquer en le justifiant ce que sont les levures, donc ça vous pouvez le faire grâce à ce document 3, vous pouvez dire ce que sont ces levures. Évidemment, n'hésitez pas à relire le texte, vous pourrez avoir des indications plus ou moins discrètes dans ce texte pour comprendre ce que sont les levures. Question 7, expliquez pourquoi il est important de bien attendre pour que le pain gonfle. Donc ça aussi, dans le document 3 et dans le document 1, vous avez des informations pourquoi il faut le laisser attendre pour que le pain gonfle. Pourquoi on est obligé d'attendre.
Et question 8, expliquez pourquoi il faut bien respecter les 2 étapes en gras et soulignées dans la recette. Donc ça, pourquoi il faut absolument ne pas mettre la levure en contact avec le sel. Je rappelle que le sel, c'est un antiseptique, hein, il tue les micro-organismes. Et surtout, pourquoi il faut mettre de l'eau tiède et pas de l'eau froide ou surtout pas de l'eau brûlante quand on mélange avec la levure. Donc dans la question 8, vous devez m'expliquer pourquoi surtout ne pas mettre en contact avec le sel et surtout pourquoi de l'eau tiède et pas froide ou brûlante avec la levure. Donc j'espère que ça vous a un peu aidé pour cet exercice 1. Nous allons passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, on dit souvent qu'il ne faut pas recongeler un aliment qui a été décongelé, mais pourquoi? Oui, ça va être le but de cet exercice. Pour conserver des aliments longtemps, il est possible de les congeler. En effet, la congélation correspond au fait de diminuer fortement la température d'un aliment en dessous de 0 degré Celsius, ce qui change l'état de l'eau présente dans l'aliment. Cette eau passe de l'état liquide à l'état solide. Il se trouve que l'eau à l'état solide n'est pas utilisable par les êtres vivants. De plus, l'eau à l'état solide prend plus de volume que l'eau à l'état liquide, voire photographiée à gauche. Je vais vous le montrer, ce qui a tendance à abîmer les aliments. Il suffit de goûter des fraises congelées une fois décongelées pour s'en rendre compte. Quand on décongèle l'aliment, l'eau repasse à l'état liquide. Donc vous avez ici une photographie qui vous montre une bouteille d'eau avec de l'eau liquide et la même bouteille d'eau congelée avec de l'eau congelée. On voit que cette eau congelée a pris toute cette place en plus. Ce qui explique que quand vous congelez un aliment, il va avoir tendance à s'abîmer puisqu'il va éclater de l'intérieur. Et après, tous ces sucres vont être libérés dans l'aliment. Document 5, effet de la congélation sur le nombre de bactéries. Pour comprendre l'effet de la congélation sur les micro-organismes, des chercheurs ont mesuré le nombre de bactéries dans un aliment avant, pendant et après une congélation. On obtient le graphique à droite. Donc vous voyez que là, cet aliment qui est au frigo a quand même les bactéries qui augmentent. Quand on passe à congélation, on remarque ici que ce nombre de bactéries n'évolue absolument pas. Attention, il n'augmente pas, mais il ne diminue pas non plus. Et quand on décongèle, on se rend compte que cette fois, le nombre de bactéries va augmenter très fortement après la décongélation. Document 6, développement des micro-organismes dans des aliments congelés et décongelés plusieurs fois. Donc vous voyez 3 types d'aliments, la viande, du pain et du beurre. Avant la congélation, pendant la congélation, après la première décongélation, c'est-à-dire qu'on a décongelé cet aliment, après on le remet à congélation, seconde congélation, et après on voit ce qui se passe quand on le fait décongeler une deuxième fois. Chaque plus correspond évidemment au nombre de bactéries et de micro-organismes qui se développent à l'intérieur. Pour bien comprendre l'effet de la congélation sur différents aliments, des mesures ont été faites sur différents aliments, voire tableau ci-dessus. Les mesures ont été faites avant de mettre le produit au congélateur, puis après une première décongélation, c'est ici, première colonne, et on a remis les aliments et on les a encore déjà congelés, c'est ici. Donc vous voyez que ce nombre varie différemment suivant la première et la deuxième décongélation. Alors, à l'aide du document 5, expliquez si la congélation tue les micro-organismes. Donc le document 5, c'est celui-là. Dites-moi si quand on congèle, on tue les micro-organismes. Attention, je vous demande d'expliquer, donc il faut justifier votre réponse. Et enfin, question 10. En utilisant une méthode POEC, donc présentation, observation, explication, conclusion, expliquez en le justifiant pourquoi il peut être dangereux de recongeler un aliment qui a déjà été congelé pour 8 points. D'ailleurs, c'est tellement dangereux que souvent, vous avez des petits logos comme ça sur les aliments, produits décongelés, ne pas recongeler. Voilà, j'espère que cette présentation de votre contrôle vous aidera pour le réussir au mieux. Vous savez que vous pouvez poser vos questions sur Pronote et que nous aurons normalement 1 heure pour le préparer ensemble. Allez, je vous dis au revoir, bon travail et à bientôt.